bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors préparez-vous à passer une excellente semaine car nous serons toute la semaine avec Éric et Rachel Dufour qui viennent nous revoir. Vous commencez à être des habitués. Hein. Oui, on peut dire ça. Ouais. Avec Aurélie aussi. Salut Aurélie, ça va? Bonjour les Dufour. C'est toujours, bonjour Aurélie, bonjour on vous Annabelle. disait, c'est toujours des bonnes émissions avec vous, des bonnes semaines avec vous. La dernière fois, on était plus centré couple. On avait notamment fait une émission comment apprendre à bien se disputer. Donc là, cette semaine, on va aller un peu plus large. Bon, on va parler quand même un peu couple aussi, mais on va parler surtout relations. On va parler de la belle famille aujourd'hui. Ça peut déclencher. Vous aurez bien intégré l'émission d'avant. C'est clair. On va parler de belle famille. C'est un sujet tellement intéressant qu'on a même eu du mal à commencer l'émission, tellement on avait de choses à se dire. On va parler aussi de confiance, comment rebâtir la confiance dans toutes nos relations. Et on va aussi parler de comment évaluer une relation, savoir où on en est, où se situer dans certaines relations. Alors, j'ai très hâte de vous entendre. Aurélie aussi. Bah oui, je suis toute tuile. Aurélie, on veut t'entendre aussi un peu. À l'arrivée, Aurélie, elle a dit « Moi, je vous écoute. » Non, Aurélie, tu as des choses à dire. Et en ce lundi, j'en profite aussi pour remercier toute la famille des partenaires. Vous êtes aussi fidèles que les Dufour à EMCI TV. Merci beaucoup pour votre soutien mensuel, vos soutiens aussi ponctuels, parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir réaliser tout ce qu'on peut réaliser. Donc, un grand merci, la famille des partenaires. Alors, Éric et Rachel, vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Super. Trop heureux d'être avec vous. Oh, nous aussi. Donc, on parle de belle famille aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de choses en fait à dire sur la belle famille. Alors, il y a des gros clichés, mais on va voir est-ce que c'est vraiment des clichés parce que c'est la réalité. Ouais. Et surtout aussi, on veut donner peut-être de l'espoir. J'espère. Des clés. Parce que c'est quand même un sujet qui est récurrent dans les familles. Comment est-ce qu'on gère la belle famille? C'est quoi les limites? Et en même temps, on se dit, c'est tellement une richesse. Ça peut être une richesse, mais quelquefois, on n'y arrive pas. Donc, on va voir comment on peut s'en sortir avec tout ça. Les fêtes de fin d'année arrivent aussi. Oui. Et là, ça fait ressurgir toutes les discussions qu'on a essayé d'enterrer toute l'année. Mais là, c'est comme autour de 2 dates. Là, il va falloir les familles peuvent se déchirer. Ouais. On va chez qui? Donc, vous, la belle famille. C'est quand on a lu le thème que tu proposais, j'ai dit à Éric, mais c'est nous la belle famille qui est bizarre en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est une belle famille, on a 5 fils, 5 belles filles. Et c'est ma première réaction, c'est moi la belle-mère. C'est moi la belle-mère. Donc le cliché dont tu parles. Et tu sais, quand on a élevé nos enfants, en fait, on a prié pour les futures épouses de nos enfants, si jamais c'était le plan de Dieu et de leur de se marier, mais on n'a pas pensé à prier pour les futures belles familles. C'était une erreur. Si vous êtes plus tôt que nous dans la construction de la famille, en fait, c'est important de prier pour la belle famille, parce que tu as raison, il y a un impact en fait sur l'équilibre de la famille élargie quand on intègre les belles familles. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, évidemment, ce qui est normal, c'est qu'on tombe amoureux de la personne, mais on n'imagine pas, en fait, que quand on épouse quelqu'un, on épouse une famille avec. C'est plus ou moins vrai, ça dépend s'il y a de la distance géographique ou autre, mais quand même, on épouse une famille, on épouse une culture. Même si on pense être de la même culture, Rachel et moi, on pense être de la même, mais non, en fait, pas du tout. On avait plein de différences entre nous. Si on est multiculturel, alors là, ça veut pas forcément dire que ça va être négatif, mais il va y avoir du travail à faire, forcément, pour créer une nouvelle culture qui sera celle du couple. Ouais. Mais les belles familles autour vont forcément jouer un rôle important dans le couple, qu'on le veuille ou non, quoi. Et on n'y pense pas toujours au démarrage. Non, c'est sûr, parce qu'on voit la personne en face de nous, oui, je t'aime, on va se marier, mais même, je crois, en tout cas, c'est indispensable que de pouvoir rencontrer sa future belle famille, parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui peuvent se révéler à ce moment-là, et on doit se poser la question, est-ce que je vais être capable, moi, de faire ma vie avec cette belle famille aussi? Là, je parle plus en tant que belle-fille ou que beau-fils, c'est d'avoir conscience, parce qu'en fait, ces gens-là vont nous suivre dans la vie, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont loin géographiquement, ils existent. Il y aura une influence, de toute façon. C'est ça, ils existent. Donc, une belle-mère, une future belle-mère, potentiellement, qu'on
qu'on ne supporterait pas, qui nous irritent, qui nous agacent, etc. Et alors qu'on n'est même pas encore mariés, c'est de se dire, est-ce que je vais être capable de pouvoir vivre cette relation sans que ça nous déchire aussi au sein de notre mariage. Donc là, on va remonter très très loin dans notre histoire. La première fois que j'ai rencontré la famille d'Éric, Éric est rentré dans ma famille beaucoup plus facilement puisque mon père était pasteur. Moi, j'ai épousé la fille de mon pasteur. Donc, le jour où il m'a baptisé, il ne savait pas que je serais son gendre, sinon il me regardait sous le tête un peu plus longtemps, juste pour être sûr Éric que... était son gendre préféré. Mes parents ont toujours beaucoup aimé Éric, donc en fait, tu es rentré dans notre famille. J'ai pas eu de soucis, en fait, parce que c'était le couple pastoral, donc je les connaissais déjà au travers de l'église, et puis ils m'ont adopté comme leur fils. Ouais, c'est ça. Donc dans ce sens-là... Ma belle-mère me faisait du sagabo rien que pour moi. Ouais. Elle était d'origine burkinabé, donc c'était super. On s'entendait très bien, on mangeait les mêmes choses. C'était impeccable. Moi, donc Éric est rentré dans ma famille comme ça. J'ai pas anticipé que ça allait être plus compliqué. Et donc le jour où Éric m'a présenté, a dit allez, tu viens dîner à la maison. J'étais à ses parents. T'étais toute contente? J'étais contente et j'ai mis mon plus bel habit africain, s'il vous plaît. À l'époque, c'était avec des gros trucs bouffants. Les épaules bouffantes. J'avais 16 ans ou 17 ans, un truc comme ça. Ouais. Et donc, je m'habille classe, quoi, à l'africaine, mais c'est pas du tout passé dans la famille. Et Éric, il aurait pu me le dire, franchement. Hein. Et toi, tu le savais, Éric, que ça allait pas passer? Je m'y attendais pas à ce point-là. Ok. Je m'attendais pas que... Puisque je ramenais celle qui vraiment était l'élu de mon cœur, et c'était sûr qu'on avait un projet de mariage et qu'on était très, très sérieux par rapport à ça, je m'attendais pas à une réaction de rejet par rapport à la culture de Rachel. On était très différents, en fait, de culture. Et c'est là que j'ai réalisé le gap qu'il y avait, le fossé qu'il y avait. Donc, je suis arrivée, et là, effet glacial, la sœur d'Éric m'a pas adressé la parole du dîner. Et je me suis sentie, C'était le tribunal, un petit peu. Comme un cheveu sur la soupe. J'ai dit, c'est pas possible, la vie va être longue. Mais comme les parents d'Éric étaient plutôt âgés, je me suis dit, non, en fait, non. Oh non. T'as pensé ça? Ça, c'est vrai. Et en fait, les parents d'Éric ont vécu, le Seigneur a travaillé sur ma patience. Parce que les parents d'Éric, 92 et 99. Arrêtez de rire, c'était pas facile. Honnêtement. Tu la mérites. Et en fait, la maman d'Éric m'a associée parce qu'Éric a rencontré Dieu et en même temps ma famille, puisque c'est dans l'église de mon père qu'il a rencontré. Je me suis converti en novembre 88. C'est ça. Et en fait, Dieu nous a montré qu'on se marierait en juillet 89. Donc ça allait très vite de mélanger. Mais ma maman a cru qu'en fait, il s'était passé l'inverse, c'est que j'avais rencontré Rachel en premier, puis que je m'étais convertie pour lui plaire et la séduire ou je ne sais quoi. On va pas rester sur notre histoire trop longtemps, mais c'est quand même intéressant. Ça nous intéresse. Donc en fait, dans l'esprit de ma maman, Rachel volait son fils, unique, et puis le petit dernier, et puis elle lui avait fait changer de religion pour l'avoir. C'était une mère possessive, c'était avec moi, oui. Un peu toxique, possessive, tout ça. Et donc, puis moi, j'ai un fort caractère, comme on avait fait une émission là-dessus. Et elle n'a pas réussi à me rentrer dans son moule, en fait. Et donc, elle a été en guerre ouverte contre moi. Ouverte. En disant du mal de moi à Éric. Elle a dit, mais t'as qu'à... Parce qu'évidemment, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, on l'a respecté la ligne rouge, etc. Donc, elle disait, t'as qu'à coucher avec. En fait, elle essaie de te coincer en retenant la sexualité. En fait, elle a fait une guerre ouverte jusqu'à ce que, à un moment donné, c'était vraiment dur, parce qu'elle parlait mal de moi aux enfants. Quand les enfants sont arrivés, à vos enfants, à nos enfants. Ok. Ouais, c'était terrible. Hein. Et jusqu'à un jour où j'ai dit, les seules disputes qu'on avait dans notre vie, c'était autour de ça. Disons que quand il y avait un fait qui venait de se passer, il y avait la version de Rachel, puis la version de ma maman, qui étaient des versions absolument opposées. C'était incroyable. Je connaissais quand même ma maman, donc à un moment donné, ça devenait tellement impossible à gérer que je dis à ma mère, écoute, voilà ce que je te propose, tu arrêtes de dire ça. Si tu continues de dire, c'est ton choix, mais on ne viendra plus. Ouais. Tu ne verras plus, tu verras plus les... Donc, ce n'était pas du chantage, j'ai mis la balle dans son camp. Je lui ai dit, voilà, c'est toi qui vas choisir, c'est la femme de ma vie, je l'ai épousée, rien que tu puisses faire ne changera ça. Donc, soit tu... Elle a tout fait pour qu'on divorce, en fait. Soit tu acceptes mon épouse, soit tu ne nous verras plus. C'est ça. Donc, tu arrêtes de dire du mal de mon épouse aux enfants. Et donc, elle a arrêté. Devant nous, parce que derrière, ça continue. Mais devant nous, elle a arrêté, elle a joué le jeu. Puis, en fait, à cause de cette attitude-là, on n'a jamais laissé nos enfants seuls aux grands-parents. On était tout le temps là. Par contre, on a continué de les voir. Et moi, mon attitude de cœur a été de dire, bon Seigneur, tu vas m'aider, ça ne va pas durer si longtemps que ça. Tu vas m'aider et je vais faire tout ce qu'il faut
pour que Eric n'ait pas de regrets par rapport à ses parents. Et tu l'as fait, héroïquement. Merci, héroïquement. 30 ans après. Mais c'était très compliqué. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je reviens quand même à l'étape justement des fiançailles. Lorsque on réalise que ça va être compliqué. Ça risque d'être dur. Je pense que beaucoup de personnes à ce moment-là, c'est peut-être là qu'il faut avoir des vraies conversations. Eric disait qu'il a dû parler à sa mère pour dire je te propose d'arrêter de le faire. Et je pense que c'est déjà là aussi qu'on peut voir que, OK, jusqu'où peut-être la personne qu'on va épouser communique en fait, même avec ses propres parents, jusqu'où cette personne est écoutée, jusqu'où ça peut fonctionner. Parce que je pense que c'est un enjeu qui est quand même qui est crucial à ce moment-là. Ouais, on va parler cette semaine de la confiance. Je peux te dire que quand Eric il a dit maintenant, en fait il a choisi en fait. C'était ta mère ou moi quoi. À un moment donné, Eric a choisi moi. Et ben ça fait partie des choses qui ont scellé la confiance en fait, parce que dans les moments difficiles, parce que elle disait vraiment des trucs durs. Ben, il a fait le bon choix. Et à un moment donné, j'ai dit, de toute façon, avec qui tu viens dormir le soir, tu peux savoir ce que tu veux aussi. Mais Eric a fait... Non, il n'y a pas de doute. Eric a fait un choix et a su trancher. Et ça a construit la confiance. Dans mon cœur, je sais qu'il saura me protéger, en fait. Par ça. Et en fait, tu parlais des fiançailles, moi, j'ai vraiment pris... Bon, je savais que c'était tendu, et bien entendu, j'étais conscient de ça, mais je me suis rendu compte vraiment du combat une fois qu'on était mariés. Parce qu'on était a priori de la même culture, et je me suis rendu compte que pas du tout. Il y avait le changement de religion. On avait le même passeport, mais c'était tout. Pour mes parents, ils ont associé ça à un changement de religion aussi pour moi. Je suis sorti du catholicisme, dans lequel je marchais plus du tout depuis longtemps. Et puis j'ai rencontré Jésus, et ça s'est joué en 1 an de temps, en fait. Donc pour mes parents, c'était aussi culturellement difficile. J'étais devenu un protestant, alors qu'avant j'étais catholique. Et je rencontrais une protestante qui avait une culture africaine en plus le papa catalan. Donc ça faisait vraiment beaucoup pour eux. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une réaction. Ce n'était pas du racisme, c'était du rejet de ce qu'ils ne connaissaient pas. Oui, c'est ça aussi que j'aimerais dire, c'est que comme Eric, tu dis, c'est du rejet de ce qu'on ne connaît pas. Et parfois, justement, quand il y a le rejet de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on peut faire, c'est dire « elle me déteste ». Oui. Au lieu de comprendre qu'en fait, elle ne connaît pas ce que tu proposes, c'est nouveau pour elle, comme pour toi, c'est nouveau. Et peut-être aborder ça d'une autre façon. Parce que je trouve que dans les belles familles où il y a des problèmes, vraiment, c'est la différence qui a créé beaucoup d'obstacles. Et cette différence-là, au lieu de le voir comme, en fait, on ne sait pas encore vivre ensemble, comme toute nouveauté, tu vois, on le voit tout de suite comme, il y a de la haine dans le bateau. Et je ne sais pas si vous avez justement des clés par rapport à ça. Juste avant peut-être de parler de ça, je veux revenir avant qu'on sorte de votre témoignage sur toi, Eric, parce que Rachel est victime de maltraitance. Ah, tu peux le dire encore, ça. C'est pas si souvent. Oui, mais là, c'était le cas. Mais toi, tu te retrouves aussi dans une situation délicate parce que ta mère est ta mère, t'es fils de ta mère. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on va souvent entendre dans les couples. C'est mais moi, j'attends, mon mari, il me défend pas. Sa mère, elle dit n'importe quoi sur moi. Mais le mari, oui, mais écoute, c'est ma mère. Et souvent, on reste dans cette relation un petit peu floue où personne ne prend parti, où le mari ne prend pas parti. Mais c'est délicat quand même de prendre, d'aller devant ta mère et de pouvoir dire une chose comme ça. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, j'avais déjà eu des relations tendues avec ma mère avant de rencontrer Rachel. Donc ça, c'était pas... Voilà, ça n'a jamais été simple parce qu'il y avait une emprise de ma maman qui essayait de me contrôler. Oui. Donc j'étais parti déjà étudiant depuis longtemps sur Paris et autres, donc j'avais quitté la maison de mes parents. Et ça m'a aidé. Je connaissais ma maman, je savais bien comment elle fonctionnait. Mais ça avait des répercussions. Mon papa, avec qui j'ai toujours été proche, subissait aussi cette pression. Toute la famille la vivait. Donc, j'étais pas. Ça m'a l'amplitude m'a surpris, mais pas le comportement de tu prends mon fils, etc. Je l'ai vu venir. Donc, ça m'a aidé à prendre position. En plus, j'avais changé, comme je l'ai dit, pour eux, j'avais changé de religion, donc j'avais déjà affirmé quelque chose dans ma vie où papa, maman, je vous aime, mais voilà mon choix de vie qui n'est pas ce que vous espériez. Et donc Rachel a fait partie de ce package quelque part où je leur ai dit, c'est ma vie, c'est mon choix.
et je vous demande d'accepter celle que j'aime, quoi. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à faire ça, j'ai l'impression. Parce que quand je vois dans certaines cultures africaines, par exemple, on parle pas, entre guillemets, mal ou fort aux parents. Donc, tu peux pas venir confronter ton père ou ta mère. Du coup, dans ces familles-là, en fait, les gens, ils parlent pas. Ils vont pas forcément lui dire. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que la solution, c'est aller habiter à 400 km? Honnêtement, la culture, hein. Donc moi, je suis à moitié culture africaine, espagnole. On a un gros mélange de cultures rien qu'entre nous deux. Puis après, on va parler de nos enfants et du fait qu'on soit la belle famille maintenant. On mélange de cultures, mais la culture de la Bible, c'est celle qui doit nous conduire. Et c'est très clair, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et la femme s'attache aussi, quitte aussi sa famille pour s'attacher au mari. Donc, ce qui nous a aidé aussi, c'est de respecter les priorités de Dieu, en fait. Et quand on réfléchissait, on dit, qu'est-ce qui compte? Le respect des parents ne veut pas dire qu'on reste sous leur autorité, en fait. On les respecte pour qui ils sont, mais on sort quand on construit une nouvelle famille et on va construire une nouvelle culture, la nôtre. On sort et on va respecter les priorités de Dieu. Ça nous a aidés, en fait, à trancher avec les parents de façon respectueuse. C'est-à-dire qu'Éric ne leur a pas crié dessus. J'ai jamais levé la voix, pas une fois, parce que je voulais pouvoir me regarder en face et dire « je l'ai jamais fait ». Donc, Puis tu as eu des gestes d'affection envers ma maman. Ah oui, je lui épilé les sourcils, massé les j'ai essayé. Un peu pour revenir aussi à ce que tu disais, Aurélie, on arrive, on sent qu'on est dans une famille hostile, un territoire hostile, en tant que belle-fille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de gagner le cœur de sa belle-mère? Moi, j'étais très jeune. Certaines, elles peuvent, elles peuvent réussir, s'assouplir. J'étais très jeune et je ne comprenais pas qu'elle m'aime pas, en fait. Je comprenais pas parce que moi, j'aimais Éric à donner ma vie pour lui, donc je voulais son bonheur. Et je comprenais pas qu'elle me rejette, donc je dis c'est pas grave. Petit à petit, elle va se réchauffer, en fait. Puis moi, ma famille était mes parents très ouverts, très accueillants, donc je me suis dit Donc j'ai essayé d'observer ce qu'elle aimait. Donc elle aimait qu'on lui masse les jambes, donc je lui ai massé les jambes. Elle arrivait plus bien à voir. Franchement, des années, j'ai fait ça. J'ai épilé ses sourcils. Que tu le fais. Ouais. J'ai épilé ses sourcils. J'ai essayé de faire à manger ce qu'ils aimaient. Jamais j'étais à la hauteur de ce qu'elle espérait, mais j'ai essayé. Tu as honoré. J'ai essayé de honore ton père et ta mère. C'est les parents d'Éric. J'ai essayé. Puis je voulais créer une bonne atmosphère. Puis après, on a eu des enfants rapidement, parce que nous, on voulait construire notre famille rapidement. Donc là, c'est pareil. Tu pourrais penser que les enfants adoucissent le truc, mais non, pas du tout, en fait. On en a 5 qui se sont arrêtés à 2, parce qu'après, c'était trop. Les autres, c'est comme si ça n'existait pas. Mais j'ai essayé, en fait. Et j'avoue qu'après, je sais pas, peut-être 10 ans, peut-être. Tu as un peu démissionné. J'ai démissionné. J'ai dit, c'est bon, quoi. Et je suis passée dans la neutralité, en fait. Donc, je suis devenue neutre et éteinte quand on était chez eux. Et j'étais en apnée, c'est la vérité. J'étais en apnée jusqu'à ce qu'on reparte, mais sans créer de conflit, sans lever la voix, en juste quand elle disait des trucs méchants. Quand Éric n'était pas là, jamais quand Éric était là. Je répondais pas, quoi. Je disais, allez, les enfants, on sort, on va faire quelque chose. Et puis, voilà. Donc, je suis passée pendant 10 ans à essayer de la conquérir. Et après, je pense qu'elle a fait un choix, tu vois, de ne pas m'accepter jusqu'à la fin. Donc après, je suis passée en zone neutre. C'est comme ça que j'ai géré le truc. Et c'est comme ça que toi aussi, tu t'as gardé. Ouais, j'ai mis de la distance. Après, je dis voilà. Quoi. J'ai mis je pense qu'une clé, ça aurait été le moment où moi j'ai pris position. Et je voudrais vraiment le dire aux jeunes hommes. Il faut que tu prennes position, ou aux plus âgés, mais à un moment donné, il faut savoir quelle est la première femme dans ta vie. Et pour moi, il y avait zéro... j'ai toujours aimé mes parents jusqu'au bout. Mais il y avait zéro question, c'était Rachel, point barre. C'était la femme de ma vie, je l'ai épousée, la maman de mes enfants. Donc, du moment où je me suis dit, allez, maintenant j'y vais, je suis quelqu'un qui n'est pas très confrontationnel, mais quand ça touche à ce qui est le plus cher à mon cœur, là, par contre, ça va être réactif. Donc, je l'ai dit avec douceur, mais avec fermeté. Je dis ce que j'expliquais. Maintenant, j'ai choisi Rachel, c'est toi qui te positionnes, tu choisis ce que tu veux. Alors, c'est vrai que la distance, comme tu le disais, Aurélie, nous a aidés, nous, parce qu'on est... Mes parents sont de Bourgogne et on a vécu en Alsace, puis après on est parti en Asie, etc. Donc c'est certain que ça a mis de la distance. On était loin. mais au quotidien. Mais j'ai toujours pu honorer mes parents jusqu'au bout. Quand ma maman était à la fin de vie, j'ai pu être à l'hôpital auprès d'elle pour la nourrir, pour être auprès d'elle jusqu'au bout. Et pareil pour mon papa, qui est mort à presque 100 ans, dans sa 100e année.
Et les relations avec mon papa ont toujours été bonnes, il n'y a jamais eu de tension entre nous. Et ça m'a permis d'honorer mes parents tout en ayant choisi ma femme et mes enfants en priorité parce que c'est notre famille. Donc je pense les deux ne sont pas incompatibles. C'est peut-être pas toujours facile non plus. Les deux ne sont pas incompatibles et on voit qu'en ayant fait preuve de cette... en ayant posé des limites claires, c'est ce qui vous a aussi permis de garder une relation. Oui. Parce que toi, tu étais en sécurité, sachant que de toute manière, Eric t'avait choisi. Donc bon, je vais prendre sur moi le temps qu'on y est. Mais voilà, je sais que tout n'est pas remis en question, qu'il ne repart pas complètement le cerveau à l'envers. Tu aurais pu faire un effort, Rachel, quand même. Et que tu as d'avoir pu rester dans leur vie, qui reste dans ta vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile quelquefois dans les familles. C'est soit tout, soit rien. Soit ça se passe bien, et si ça ne se passe pas bien, on ne sait pas comment faire. Allez, hop, c'est trop compliqué. On lâche. On faisait tous des efforts quand on se voyait, c'est tout, quoi. Mais je pense c'est important de le dire, on peut faire des efforts et c'est peut-être pas la belle famille dont on aurait rêvé, c'est peut-être pas la belle fille dont on aurait rêvé, ni la belle-mère dont on aurait pu rêver, mais on peut faire des efforts et ça va permettre de rester dans la vie les uns des autres et de ne pas couper les ponts. Parce que et là, comme dans plein d'autres situations, l'intentionnalité a été clé. C'est-à-dire qu'on a été intentionnel, particulièrement toi, et vraiment j'honore ma femme là. Parce que mon papa et ma maman ont eu le privilège de vieillir longtemps. Et en Bourgogne, on vit longtemps, dans le Morvan. T'aurais dû te renseigner. C'est pas passé pareil de l'autre côté. Ma mère est partie, elle avait 52 ans. Donc... malheureusement, j'ai perdu mes beaux-parents, mais plus jeunes. Mais on a maintenu ce cap pendant longtemps et jusqu'au bout, on a pu honorer, comme la Bible nous le demande, sans que pour autant on remette en cause notre relation de couple, notre famille, etc. Mais bon, c'était pas sans douleur, ça a été douloureux jusqu'au bout. Mais alors du coup, ce que ça a créé chez nous, c'est que nous, on a 5 fils. Maintenant, vous êtes de la belle famille. Alors, nous, dès tout petits, on s'est dit, nous, nos belles filles, on va choisir de les aimer. Et donc, avant même qu'elles soient nées, on priait pour elles avec nos enfants. Franchement, tous les mardis, on a prié pour elles pendant des années. Ça, je savais plus si c'était le mardi. C'est le mardi. Parce que le lundi, c'est Dieu. Le couple, c'est le mardi. C'est très structuré chez les différents. De mardi, on priait pour les futurs. C'est ma faute. Et c'est né de ça. Parce que nous, on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Moi, donc, quand vos belles-filles sont arrivées, vous les aimiez déjà. Votre cœur était prêt à les accueillir. Absolument. Et moi, je leur ai dit à belles-filles, parce que je suis consciente que c'est pas facile de rentrer dans notre famille et de devenir les belles-filles de moi, en fait. Et ma première belle-fille, Marie, qui est la femme donc de notre aîné, elle avait peur, en fait, de me rencontrer, parce que Nathan, il me décrivait comme une warrior, quoi. Et puis elle disait, mais ta mère, elle me fait peur. Je dis, mais enfin, Marie, je t'aime déjà. Tu crains rien, en fait. Et je leur ai dit, si tu aimes mon fils, qui va devenir ton mari, je suis toujours de ton côté. Du moment que tu l'aimes et que tu le rends heureux, je suis de ton côté contre mon fils, là. Comme allié. Tu me demandes ce que tu veux, moi je veux que tu sois... Ils le savent, elles le savent aussi, Et donc mes belles-filles, elles me disent en rigolant de temps en temps, quand on se dispute avec mon mari, elles disent, je lui dis, la menace suprême, c'est j'appelle ta mère. Et donc ça, c'était la base de la relation avec les belles-filles, qui sont nos belles filles. On les a adoptées, on les aime, elles aiment nos fils. Nos fils, donc c'est ça. Mais c'est pas... Elles sont... Même pour elles, tout le monde fait des efforts, en fait. Quand elles viennent à la maison, on s'adapte tous aux uns aux autres. Et quand on va chez eux, je fais attention, est-ce qu'il faut mettre les fourchettes, tu vois ? On s'adapte aux uns aux autres, donc ça demande de l'intentionnalité, même avec beaucoup d'amour, en fait. Et nous, on a beaucoup de chance, nos belles filles, elles sont extra. Mais c'est nous les beaux-parents bizarres. Très bizarre. Ouais, parce qu'on parle de sexualité. Tu vois, on a une vie. C'est nous qui sommes des immigrants, puisqu'en fait, on vit aux USA et même si on est devenu américain depuis, mais c'est nous qui sommes les immigrants qui parlons avec un accent, qui avons des attitudes bizarres à table. On mange des trucs, des escargots, des huîtres. Elles ont toutes été obligées de goûter. Des trucs bizarres. Et on a conscience qu'on amène une culture qui n'est pas la culture locale. Et donc, c'est à nous de nous adapter aussi. Et de faire attention qu'elle soit bien accueillie chez les... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Mon mariage grec, ou je ne sais pas comment on le dit. Les Grecs, c'est nous, quoi. C'est nous qui arrivons avec notre... On parle fort, ils croient qu'on se dispute. Non, on parle juste. Donc la clé, c'est d'accepter que le nouveau couple, en fait, nos enfants avec leurs conjoints, créent leur culture. Et des fois, il ne faut rien dire. Et c'est ça.
là, on va peut-être plus parler aux belles-mères. Aux belles-mères. Qu'est-ce qu'une belle-mère peut faire pour faciliter sa relation avec la belle-fille? Parce que je pense qu'il y a aussi des erreurs, il y a des choses qui font que tout de suite, ça va mettre des tensions. Le fait peut-être de se mêler de ce qui la regarde pas, de donner son mot sur tout, son avis, d'être trop investi. J'essaie d'être hands-off, donc de prendre beaucoup de recul. Si j'ai un truc à dire, je le dis à Eric, mais je ne leur dis pas à elle, à moins qu'elle demande. Si elle demande, je leur dis, mais j'essaie de ne pas dire en fait ce que je pense, ce que je vois, parce qu'elles sont en train de construire. C'est difficile de devenir une épouse. Elles sont en train de construire leur vie de femme. C'est difficile d'être la femme de nos fils parce qu'ils ont des enfants de pasteurs, donc ils ont tous les défauts des enfants de pasteurs. Ils sont multiculturels, donc ils sont des caméléons. J'essaie de pas dire en fait. Ils disent pas forcément toujours ce qu'ils pensent émotionnellement, parce que c'est un des phénomènes des enfants avec 3 cultures. Ils vont garder leurs émotions à l'intérieur plutôt que de les partager, parce qu'ils vont s'adapter en fonction des situations. Enfin, ils sont un peu caméléons, donc c'est pas forcément facile d'épouser un de nos fils, quoi. Et non, c'est sûr. Donc en plus, vous êtes genre juste pasteur, thérapeute. Ouais, c'est vrai. Non, tout à fait. Ça peut être de l'extérieur impressionnant, en fait. Je pense qu'on s'en est pas mal sortis, parce que nos belles-filles, toutes les 4, donc la 5e, elle va arriver bientôt, mais elles m'ont demandé d'avoir la conversation avant le jour du mariage. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est que vous êtes ouverts avant. Les dispositions étaient là avant. Ça n'a pas été une surprise. Parce que dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que c'est une surprise. Autant pour la belle-mère que pour la belle-fille. C'est que la belle-mère, elle a ses a priori, la belle-fille a ses a priori. Et bon, là, on parle du côté de la belle-mère. Ce que j'aime dans votre cas, c'est que toi, en tant que belle-mère, tu as pris l'initiative de dire des choses à ta belle-fille qui peuvent la mettre en confiance. Pour l'accueillir. Ouais, j'ai dit, c'est ça, je suis pour l'accueillir. C'est ça. T'as posé les bases. Après, là, j'essaie de faire des compliments sur qui elles sont, comment elles font. Après les repas. Les repas, c'est plus dur. Alors, c'est la tension, c'est les repas. Moi, je vais donner un avis de beau-père. Un avis de beau-père. J'ai vu les tensions. Les tensions, c'est la nourriture. Entre mon épouse et mes belles-filles que j'aime énormément. Elles sont super. Je dirais que les sources de tension, c'est le rapport au repas, parce qu'on est français. Par exemple, mes belles-filles américaines, toutes ne sont pas américaines, mais mes belles-filles américaines, aux États-Unis, on n'a pas de repas en famille. Peut-être que des familles en ont, mais la plupart du temps, on fait un raid sur le frigo, à n'importe quel moment, on l'ouvre, on prend des trucs, on mange, on repart. Des fois, une de mes belles-filles, elle va faire ça quand, en fait, elle prend sur le repas qui est prêt pour midi, par exemple. Oui. Et on lui dit, mais non, mais ça, c'est pas possible. Et donc, mais après, c'est la maman, quand elle se trouve maman, et c'est elle qui nourrit leur enfant comme elle l'entend. Et c'est là qu'on voit des conflits autour de la nourriture, par exemple, ou l'éducation de l'enfant. Parce qu'évidemment, on est devenu vieux, on a des cheveux blancs, on est d'une autre génération aussi, en plus d'être d'une autre culture. Donc nous, on a élevé nos enfants différemment. Peut-être qu'on était plus strict sur certains trucs, moins sur d'autres, ça dépend. Mais on voit qu'elles vont faire différemment, et c'est normal, elles ont une culture qui leur est propre. Donc accepter de voir qu'ils font différemment de ce que nous on a fait, ou que nous aurions fait, c'est là que j'ai vu des tensions naître entre la belle-fille et la belle-maman. Donc il faut trouver l'équilibre entre « Ah non, mais écoute ma chérie, quand tu es dans ma maison, à table, et tu manges pas le repas de midi à 10h. » Donc j'ai dit ce genre de choses-là. Et puis pour les petits-enfants, ils sont super, nos petits-enfants. Et pour le côté nourriture, la façon de nourrir les petits-enfants, on a eu des conversations avec eux deux en disant, écoute, il faut quand même qu'ils aient aussi un peu de culture française. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que quand ils viennent à la maison, quand même, ils mangent à la française, tu vois? Et donc, on est tombé d'accord. On discutait en vrai. Avec les petits-enfants, les tensions étaient là. Mais ils sont super. La maman les élève très, très bien. Mais on a dû discuter sur comment on gère la nourriture, tu vois. Et là, vous avez donc vos 5 enfants. Et déjà, même s'ils n'étaient pas mariés, le fait qu'ils soient à l'autre bout du monde, dispatchés, là, par exemple, les fêtes de fin d'année. Alors, les fêtes, mais en plus, on rajoute à ça une autre famille qui s'est greffée. Donc là, vous gérez... je ne veux même pas calculer le nombre de personnes au final. Mais ça fait beaucoup de monde à gérer. Et là, Noël, ça peut être source de grandes discussions et d'organisation. Comment vous Alors, en faites? fait, on a choisi d'être flexible et on peut tout à fait faire Noël en janvier, pas de problème. Et parce donc on a 5 unités et ils ont chacun un fonctionnement différent. Donc il y a une des unités, par exemple, ils font tous les Noëls avec nous.
parce que c'est compliqué de l'autre côté. Et il y a une unité, ils font un Noël avec nous, un Noël avec la famille de la chérie et un Noël juste 2. Il y en a une unité, ils viennent de se marier, donc on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Et il y a une culture coréenne. C'est pas moi. Mais, donc on l'intègre aussi. C'est ça. Donc en fait, nous on a dit ce que vous voulez, du moment qu'au moins une fois tous les 2 ans, on vous a tous ensemble. Et donc chaque année, c'est une conversation qui vient. Mais tu vois, ça aussi, je pense que c'est un point, c'est que vous n'êtes pas hyper demandant en fait. Non, on a été hyper cool, je trouve. Ouais. Donc, on se rend bien compte qu'avec 5 garçons, on en a un qui vit en Thaïlande, peut-être prochainement en Europe, puis on les a eu éclatés sur les États-Unis. Il y a des endroits où il fallait 3h30 d'avion pour le rejoindre. Donc c'est comme s'ils vivaient à l'étranger. Et nous, on est les parents des fils. Donc les filles, normalement, elles sont plus attachées à leur mère et à leur contexte de famille. Donc on a laissé la priorité aux femmes, en fait, de choisir comment elles voulaient gérer le truc. Mais les avoir réunis tous les 5, on savait très bien que ça deviendrait quasi impossible. Tous les 2 ans. Donc on a juste demandé, on aimerait vous avoir une fois tous les 2 ans. Et pour les gros anniversaires, tu vois, les 5. marqueurs. Mais aussi, ce qui nous allait aux États-Unis, Thanksgiving est plus important que Noël. Et donc c'est à la fin de novembre. Et on leur dit, écoutez, prenez la priorité puisque c'est votre culture américaine. Nous, on ne demande rien pour Thanksgiving, ce n'est pas dans notre culture, même si on aime beaucoup la célébration. Donc, prenez le côté américain. Nous, Noël est plus important. Donc, si vous aviez une priorité, nous, on préférerait Noël. Donc ça aussi, ça a permis d'aider. Puis, on peut faire Noël en janvier. Là, ce que vous dites aussi par rapport au fait que vous avez des garçons, je trouve que c'est super important. Parce que le rapport, par rapport à comment vous êtes positionné, vu que dans un couple homme-femme, généralement, c'est la femme qui va gérer sa maison dans plusieurs... C'est vrai. La femme va gérer sa maison. Et là, le fait que vous soyez quand même retracté, ça laisse à ces femmes-là la possibilité de gérer leur maison. Mais parfois, justement, quand c'est la fille et que les parents ne se rétractent pas, c'est là où parfois il y a des gros problèmes. Et je pense que les beaux-parents doivent apprendre aussi à se rétracter. Parce que la fille va aller vers sa mère si elle a des questions pour son foyer, etc. Du coup, la belle-mère sera à l'aise dans le foyer de la fille. Mais la belle-mère ne sera pas à l'aise forcément dans le foyer de son fils, parce que c'est une autre femme qui est là-bas, qui va le gérer. Et je pense que c'est une grande sagesse de comprendre que, OK, là, c'est cette femme-là, c'est sa maison. Royaume, bien sûr. C'est à elle de le gérer comme elle entend. Et si elle est assez ouverte avec toi pour t'inclure d'une manière ou d'une autre, tant mieux. Sinon, respecter aussi cette différence-là. C'est vrai. Non, Mais c'est vrai que la femme peut être moteur, en tout cas inclinée. Et c'est pour ça que j'en reviens aussi à ce que l'attitude que tu as choisi d'avoir dans votre cas, qui était un cas où finalement il n'y a même pas eu d'amélioration, mais tu as été sage en fait. Et je crois qu'à la fois on manque de sagesse, que ce soit en tant que belle-fille ou en tant que belle-mère, mais parce que vu de l'extérieur, il y a certaines relations, tu te dis franchement, il manque pas grand-chose. Il faudrait peut-être juste mettre un petit peu du tien, on dit de mettre de l'eau dans son vin, et non, c'est pas à moi de le faire, mais quand il y en a aucune qui veut bouger sa ligne, c'est là où ça devient difficile, mais la vie va être longue. Et quand au final on arrive à créer une entente qui est pas forcément, il va y avoir différents niveaux d'entente, mais quand on arrive à créer une entente où on peut se voir, on peut se parler, et que ce soit pas dans un climat de tension, en fait ça ajoute quand même une richesse à la vie, à la vie familiale, aux petits-enfants. Quand on enlève tout ce qui est rivalité et qu'on peut se voir dans un climat de paix, franchement, ça va être beau parce que finalement, tout le monde va gagner. Une belle fille peut gagner une fille. Une fille, je parle surtout au niveau des filles, une fille peut gagner une maman, en tout cas une figure maternelle. Et dans le meilleur des mondes, c'est très beau quand ça peut se passer. Et quelquefois, je pense qu'on serait pas loin de pouvoir le vivre. Il faut juste que une des deux, quelquefois, mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et intelligente. Voilà. Mais vraiment, c'est ça, de se dire, mais comment est-ce que je peux prendre de la hauteur? Parce qu'il faut prendre de la hauteur. Quelquefois, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai vu des belles-mères dire, ah non, c'est pas à moi de le faire, mais c'est rien, en fait. Et tu te dis, mais là, juste là, franchement, tu lâches ça, ta belle-fille, elle te mange dans la main toute la vie. Et les hommes sont décisifs aussi, je pense, dans des histoires de belles familles. Vraiment, l'homme est décisif parce que
c'est souvent quand il y a des lacunes à ce niveau-là. Non, mais c'est vrai. Qu'on voit aussi que ça part vraiment en vrille, quoi. Autant quand l'homme prend sa place, on voit aussi que, OK, les choses ne sont pas forcément parfaites, mais il y a des débordements qu'on va pas retrouver dans certaines familles. J'ai une question pour vous, mais c'est un peu mes questions à 2 minutes de la fin. Vas-y. Mais il faut que je la pose que je pense aux personnes d'origine africaine qui nous écoutent. Ouais. Et par rapport aux finances, je sais que ça, c'est un grand enjeu dans beaucoup de familles parce que, par exemple, en Afrique, de ce que je sais, beaucoup de personnes vont prendre soin de leurs parents financièrement et vraiment envoyer de l'argent. Si les problèmes se posent de façon urgente, mais ces personnes doivent contribuer, etc., pour différentes choses pour lesquelles parfois, même toi, tu ne comprends pas, quoi. Tu n'as pas signé pour ça. Et comment gérer ça dans des familles? Parce que l'argent a souvent été une cause même de séparation, de discussion, ou alors la belle-mère va dire, mais depuis qu'elle a épousé mon fils, je reçois plus de l'argent, le fils ne sait pas comment faire et tout. Est-ce que vous avez des conseils à donner par rapport à ça? Je pense que c'est toujours important de revenir à la Bible. Et donc, le couple passe avant les beaux-parents, même dans une culture africaine. Si on s'adapte à la culture biblique. Donc, la décision reste à prendre au niveau du couple. Et là aussi, à mon avis, il faut prier à ce sujet parce qu'il y a honorer les parents. Dans la culture africaine, ça inclut le soutien financier, mais pas à l'excès, en fait, pas à mettre en danger le couple. Donc, je pense que c'est un budget qui se décide à deux. Et l'argent disponible pour les propres enfants du couple. Donc, c'est une portion qui doit être décidée à deux. Voilà la portion qu'on va consacrer à la famille, à la famille étendue. Et une fois qu'on a vidé cette enveloppe-là, qui est budgétée pour, ça s'arrête là. Et je pense que mettre des limites à deux et faire front commun devant la pression, à un moment donné, dire non, voilà, c'est ça qu'on avait choisi de faire, on est déjà allé au bout. Parce que sinon, c'est un puissant fond, en fait. Donc, ça se décide à deux. Ouais. Et en tout cas, moi, on m'a appris que, vous me direz si c'est vrai ou faux, le fils parle à sa famille et la fille parle à sa famille. Ouais. Lorsque, justement, il y a des choses qui ne sont pas très reçues favorablement, on est d'accord. Que chacun... Mais ce qu'on dit a été décidé ici. Oui. Et ensuite... Le fils parle à sa famille en disant voilà ce que nous avons décidé en utilisant le nous. Et la fille, oui, c'est sûr. Ce qui est certain, moi j'aime bien ce que tu as dit, Aurélie, je voudrais vraiment encourager les hommes à prendre la défense de leur épouse. Et c'est eux qui ont des clés. Ça ne veut pas dire manquer de respect à ses parents, simplement dire protéger la cellule familiale que l'on a créée, que l'on est en train de créer. Et avec des questions sur l'argent, l'éducation des enfants, la nourriture, tout ce qu'on peut imaginer qui puisse être source de tension. Et puis après, notre rôle, nous, quand c'est nous qui devenons les beaux-parents, faut pas y mettre trop les mains non plus, parce que l'autre famille a autant de paroles que nous. C'est ça. Mais oui, il n'y a pas de raison que nous, on en ait plus que les autres. Donc, on peut donner, on ne devient que des conseillers. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils quand on nous le demande. On a évidemment un avis. On peut ne pas être d'accord, mais on doit apprendre à se taire aussi. C'est ça. Et à accepter que notre enfant ne fasse pas comme nous, on aurait fait. Parce que maintenant, ce n'est pas un enfant, c'est un homme ou une femme. Oui. Même s'il est jeune. Même s'il est jeune, Annabelle. Moi, si on ne me demande pas mon avis, mais j'ai envie de le donner. Oui, mais on se retient. Aimerais-tu avoir mon avis? Moi, je le donne à Eric, mon avis. Je donne mon avis sur les situations. Suggère aimeriez-vous avoir mon avis? Là, ça veut dire que j'aimerais beaucoup donner mon avis, mais bon, je demande la permission de cette façon-là. Si on me dit non... Ok, tu dis d'accord. Quand on est les beaux-parents, je pense que on a tellement l'habitude en tant que parents d'intervenir sans qu'on nous ait demandé l'autorisation. Ça, il faut arrêter. Souvent, les problèmes viennent de cela. C'est certains n'arrêtent pas. Et de dire aussi de peut-être se donner de la grâce parce que, maintenant, vous avez l'expérience, 5, mais quand c'est le premier, quand on se marie déjà, on apprend à être une belle fille. On n'a jamais été une belle fille. Et quand c'est notre premier enfant qui se marie, on apprend à devenir aussi des beaux-parents et c'est la première fois qu'on va exercer ce rôle. Et il s'apprend en fait. Et ça, je pense que dans les deux côtés, on doit se faire grâce et faire grâce l'un et l'autre quand on voit qu'il y a de la bonne volonté parce que, il y a pu avoir des maladresses, il y a pu avoir un mot de trop, une réflexion en trop, mais écoute, on a appris,
ok, j'ai compris, j'ai dépassé la limite, ça se fait pas. Mais voilà, chacun apprend et ça, je pense qu'il faut aussi le dire. Et ça, c'est des rôles qu'on apprend en étant adulte. Donc quelquefois, on a moins de grâce les uns vis-à-vis des autres. Ça, tu devrais le savoir. Ah oui, non. Excuse-moi, c'est la première fois que je gère une belle fille. Donc là, quand on y met du sien et qu'on apprend à garder sa place, c'est quand même beaucoup de bonheur. Sachant que comme pour les enfants, ça va pas se ressembler. La relation avec la première belle-fille, ce sera pas la même que la deuxième. Exactement. C'est pour ça aussi. C'est la vie, les relations. On a... voilà, vous, 5 belles filles. Elles sont incroyables. Et on aime beaucoup quand elles sont toutes ensemble et que tous les garçons sont là. Et qu'en plus, elles sont appris à parler le français. Et puis elles s'entendent bien, les femmes, entre elles. Nos fils, ils redeviennent ados quand ils se retrouvent. On a un peu honte des fois. On dit pardon, les filles, pardon. On n'a pas tout réussi avec nos fils, c'est clair. Ils ont 15 ans quand ils se retrouvent, c'est terrible. Mais c'est un vrai bonheur de les avoir tous. Merci pour tous ces conseils. Et je pense qu'il y a vraiment des clés que d'ailleurs ce soit en tant qu'homme mais aussi en tant que femme, en tant que fille, en tant que belle-fille, en tant que belle-mère et avec l'aide du Seigneur. Et comme Rachel l'a dit, c'est important de revenir au modèle biblique et quelquefois on se perd dans des réflexions, dans la culture, dans des modèles qu'on a pu voir autour de nous. Mais en fait, de revenir au modèle biblique, ça va ramener de l'ordre. Et c'est pas forcément facile de le faire et de pouvoir le réinstaurer, d'avoir les conversations qu'il faut pour que cet ordre puisse se réinstaurer et se maintenir, mais le fruit sera beaucoup de paix. Alors je vous encourage à pouvoir peut-être faire un petit peu tourner la page et puis revenir au modèle biblique et être capable aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années que vous êtes mariés, de pouvoir renouveler votre pensée sur votre famille, la façon dont Dieu veut que vous construisiez votre famille et après de pouvoir l'appliquer et en dépit, je dirais, de certains caractères qui peut y avoir autour de vous. Mais Dieu vous aidera et vous donnera la grâce, je le crois. Allez, on va se retrouver mercredi. Eric et Rachel seront encore avec nous et nous parlerons de confiance. Alors, à bientôt. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.